Bonsoir et bienvenue dans Euronews Soir pour un tour d'horizon de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Nouvel échec cuisant pour Theresa May. Les députés britanniques ont rejeté pour la seconde fois son accord de Brexit. Malgré les concessions qu'elle avait obtenues des Européens, le no deal ou le report du Brexit sont désormais envisagés. En Algérie, l'annonce du président n'aura pas assouvi la soif de changement. Les manifestations ont repris ce mardi alors qu'Abdelaziz Bouteflika entend rester au pouvoir le temps d'une conférence censée aboutir à des réformes. L'espace aérien européen a son tour fermé au Boeing 737 MAX 8, le modèle de l'avion qui s'est écrasé en Éthiopie il y a 2 jours. Et puis le web a 30 ans tout rond en fin de journal. Un pionnier nous racontera les tout débuts de ce système de navigation qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Theresa May a de nouveau mordu la poussière pour la seconde fois en un mois. La première ministre britannique a vu son accord de Brexit rejeté par les députés britanniques après des heures de débat. Les garanties qu'elle disait avoir obtenues de Bruxelles pour que le Royaume-Uni ne reste pas coincé indéfiniment dans l'Union douanière européenne n'ont pas convaincu. L'incertitude joue donc les prolongations et 2 votes devraient suivre dès demain. L'un sur une sortie de l'Union européenne sans accord le 29 mars et l'autre sur un report du Brexit. La saga est donc loin d'être terminée. Après la brève effervescence d'hier, le doute et la suspicion pour les milliers d'Algériens qui ont de nouveau manifesté aujourd'hui, l'annonce faite par le président Abdelaziz Bouteflika et son entourage n'est qu'une façon de prolonger son mandat et de garder la main. Le point avec Julien Pavy. Le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat n'a pas suffi à calmer la jeunesse algérienne qui est redescendue en masse ce mardi dans les rues d'Alger. Car les manifestants se sont sentis floués par le président de 82 ans qui a dans le même temps annoncé le report de l'élection présidentielle sans donner la date d'un nouveau scrutin. Beaucoup dénoncent une ruse de Bouteflika pour s'accrocher au pouvoir. On ne veut ni une prolongation de son mandat, ni le report de l'élection présidentielle. Ce qu'on veut, c'est un changement pour remplacer ce gouvernement corrompu qui doit maintenant transférer le pouvoir de manière légitime. C'est un Abdelaziz Bouteflika visiblement affaibli, le regard vide que les Algériens avaient découvert la veille à la télévision. Depuis son AVC en 2013, ses apparitions publiques se font rares. Le président venait de rentrer de Genève après 15 jours d'hospitalisation. Dans sa déclaration, Bouteflika, au pouvoir depuis 2 décennies, annonce la tenue prochaine d'une conférence représentative de la société algérienne, chargée notamment de fixer la date du scrutin présidentiel. Bouteflika dit souhaiter que les travaux de cette conférence s'achèvent avant la fin de l'année. En déplacement à Djibouti, le chef de l'État français Emmanuel Macron a salué la décision du président algérien de ne pas se représenter, tout en appelant à une transition politique rapide. Maintenant, il appartient évidemment à l'Algérie que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'assurer, justement dans un délai raisonnable, la tenue de cette conférence et son débouché sur des propositions constitutionnelles qui, si j'ai bien compris, donneront lieu à référendum et donc garantissent à la fois transparence, cadre démocratique et une transition d'une durée raisonnable. Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié. L'opposition algérienne dénonce à travers la prolongation du mandat de Bouteflika une agression contre la Constitution et elle appelle à un 4e vendredi consécutif de manifestation. 2 jours après le crash en Éthiopie, la liste des pays interdisant le vol des Boeing 737 MAX 8 ne cesse de s'allonger. C'est même l'espace aérien européen dans son ensemble qui leur est désormais fermé. Les explications de Stéphanie Morbois. Le Boeing 737 MAX 8 suscite une défiance sans précédent dans le monde après le crash d'un appareil de ce type en Éthiopie dimanche, dans lequel 157 personnes ont péri. L'Agence européenne de sécurité aérienne a décidé de fermer l'espace aérien européen à ce modèle de l'avionneur américain,
tous les vols des Boeing 737 MAX 8 et 9, qu'ils soient à destination, au départ ou à l'intérieur de l'Union européenne, que les opérateurs soient européens ou issus de pays tiers, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs pays ont aussi décidé de les immobiliser. C'est le cas de la Norvège, de l'Éthiopie, de l'Indonésie, de l'Australie, de la Chine, de la Mongolie et de la Corée du Sud. L'aviation civile indienne a elle aussi annoncé avoir cloué au sol sa flotte. La défiance internationale envers ces appareils, clés dans la stratégie commerciale de Boeing, contraste jusqu'ici avec l'attitude américaine. Washington a demandé aux constructeurs d'apporter des modifications à ces avions. Il n'a pour l'heure pas interdit les vols aux États-Unis, mais des passagers refusent déjà d'embarquer à bord des 737 MAX 8. Un hashtag a même été lancé sur Twitter pour que les autorités américaines emboîtent le pas aux pays qui ont interdit à l'avion de voler. L'action Boeing a encore dévissé à Wall Street mardi, tandis qu'Airbus gagnait du terrain. La prison à perpétuité pour Mehdi Nemmouche. La sentence est tombée la nuit dernière à Bruxelles. De lourdes peines pour l'auteur de l'attentat du musée juif et son coaccusé. Le récit de Christophe Garrache. Après 8 heures de délibéré, le procès du premier djihadiste français revenu de Syrie a pris fin lundi soir en Belgique. Reconnu coupable de 4 assassinats terroristes au musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche a été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises. Son complice Nasser Bendrer, qui lui avait fourni les armes ayant servi à la tuerie, écope lui d'une peine de 15 ans de réclusion. Un verdict jugé juste et proportionnel par l'avocat de la famille Riva, dont les parents avaient été abattus lors de l'attaque du musée. Ces peines me paraissent tout à fait justes et, comme vous le dites, tout à fait conformes aux 2 mois de procès, tout à fait conformes aux personnalités très différentes des 2 accusés. Lundi, lors du dernier débat contradictoire, Nemmouche a été qualifié de lâche et de psychopathe par l'avocat général. Radicalisé en prison, l'accusé n'a jamais montré le moindre regret et a nié les faits durant tout le procès. Son avocat avait même soutenu que Nemmouche était tombé dans un piège pour tuer des agents du Mossad, une théorie du complot balayée par la cour d'assises de Bruxelles. Le 24 mai 2014, Mehdi Nemmouche avait exécuté 4 personnes à bout portant à l'aide d'armes automatiques avant de prendre la fuite. C'est lors d'un banal contrôle routier qu'il avait été arrêté en France quelques jours plus tard. Jean-Marie Le Pen ne sera plus protégé par son statut de député européen à la demande de la justice française dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires. Le Parlement européen a voté et accepté cette levée immunitaire. Grégoire Laurie. Les députés européens lèvent l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen. Le Parlement accède donc à la demande de la justice française. Les juges souhaitent interroger l'ancien président du Front National dans l'enquête sur les emplois fictifs présumés au sein de l'hémicycle européen. Jusqu'à maintenant, Jean-Marie Le Pen a fait valoir son immunité pour ne pas répondre aux questions des enquêteurs. Une vingtaine d'eurodéputés et des assistants parlementaires sont concernés par les investigations qui portent sur le détournement de fonds publics européens en faveur du Front National, devenu aujourd'hui Rassemblement National. L'actuelle présidente du parti, Marine Le Pen, est aussi poursuivie par la justice. Le préjudice est évalué à 7 millions d'euros selon la justice. Une alliance basée sur le consensus. C'est désormais un conseil opérationnel qui dirigera l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Et pour la préserver, Renault a fait profil bas. Olivier Peggy vous en dit plus. C'est la nouvelle image de l'alliance Nissan-Renault, une entité à plusieurs têtes. Fini l'ère Carlos Ghosn, cet homme qui concentrait seul tous les pouvoirs du groupe. Le nouveau conseil opérationnel a été établi ce mardi dans la banlieue de Tokyo, en présence des dirigeants de Nissan, Mitsubishi et Renault. Le Français Jean-Dominique Sénard, patron de la marque aux losanges, assurera la présidence de ce conseil, mais sans pouvoir imposer ses vues. Nous voulons améliorer l'esprit de cette alliance, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. Nous voulons renouer avec l'esprit qui prévalait au tout début de l'alliance à la fin des années 90, un esprit qui respecte les cultures de nos entreprises, qui respecte nos marques. Symboliquement, Jean-Dominique Sénard renonce à diriger Nissan. C'était une des demandes de la partie japonaise. Cette concession est censée ramener un peu de sérénité après des mois de tourments liés à l'affaire Carlos Ghosn. L'ex-patron de l'alliance Nissan-Renault vient de passer plus de 3 mois en détention dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'abus de confiance et de fausses déclarations de revenus. Il a indiqué qu'il comptait bientôt s'exprimer pour répondre à ces accusations.
En Syrie, la dernière portion de terrain tenue par l'État islamique est désormais quasiment réduite à néant ce mardi. Des centaines de combattants se sont rendus aux forces démocratiques syriennes, accompagnés de leurs familles. L'étau semble se resserrer autour de Barouz, cette poche encore tenue par le groupe État islamique. Les combattants des forces démocratiques syriennes ont engagé dimanche un assaut contre cette ville dans l'est de la Syrie. Et ce mardi, près de 2000 personnes se seraient rendues, parmi elles de nombreux djihadistes. Ils sont dans un premier temps fouillés puis interrogés avant d'être transférés dans des villages ou des camps des environs. Ces images ont été récupérées ce lundi sur les réseaux sociaux. Elles proviendraient de Barouz. Et cet homme est présenté comme un militant du groupe État islamique. Quel est notre crime? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi est-ce qu'on nous bombarde? Pourquoi le monde entier est contre nous? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi sommes-nous assiégés? Pourquoi le monde entier reste-t-il silencieux? Quel est notre crime? Ce qu'on veut, c'est appliquer la charia, la loi de Dieu. Si Dieu le veut, demain, nous serons au paradis. Et eux, nos ennemis, iront brûler en enfer. Une des questions qui va se poser désormais avec acuité, c'est celle du sort des djihadistes arrêtés, notamment les combattants étrangers, et dans quelles conditions leurs pays d'origine vont les rapatrier. 30 ans tout rond, c'est aujourd'hui l'anniversaire du web, à ne pas confondre avec Internet, une invention remontant aux années 60, qui est le support de la toile. Voyez ce sujet suivi du témoignage d'un pionnier du web. C'est ici, au CERN, à Genève, qu'est né le web, il y a 30 ans. En mars 1989, un informaticien britannique, Tim Berners-Lee, invente ce qu'il appelle le World Wide Web, un nouvel outil de partage à l'époque, incontournable aujourd'hui, que l'ingénieur a d'emblée conçu pour être mondial. Il a, dès le départ, conçu le système pour qu'il ne soit absolument pas restreint ni aux besoins du CERN, ni au domaine scientifique, mais qu'il puisse être général. D'ailleurs, dès le début, il a trouvé ce nom, inventé ce nom, World Wide Web. Ce n'est pas venu 2 ans après, c'est dès le début, en 87-88, qu'il a inventé ce nom. Donc dès le départ, la dimension planétaire était présente. 30 ans plus tard, le web est confronté à des problématiques complexes comme la désinformation ou la protection des données, de véritables enjeux du web de demain que l'ingénieur n'avait pas envisagé quand il a conçu la toile. On a rêvé qu'il s'agirait d'un levier démocratique, ce qui a été le cas jusqu'à un certain point. En revanche, on n'avait pas prévu que le web se développe au point que les forces politiques parviennent à le contrôler. Je pense que ma plus grande contribution a été de participer à cette explosion de technologie face à laquelle la société doit essayer de s'adapter. Pour que son invention ne devienne pas un monstre incontrôlable, Tim Berners-Lee veut créer un contrat pour le web. Répondre aux inquiétudes sur les ventes des données personnelles sans le consentement des usagers est devenu l'une de ses priorités. Bonjour Daniel Charnay et merci d'être avec nous sur Euronews. Alors, le monde célèbre ce mardi le 30e anniversaire du web et avec votre collègue Wojciech Wojcik, vous avez été le pionnier du web français. Et d'ailleurs, vous avez créé la première page web qu'on a pu, à l'époque, que quelques-uns ont pu voir, j'imagine. Vous nous rappelez dans quel contexte tout cela s'est produit il y a 30 ans? Alors, c'est la première page web en France, soyons clairs et précis. La première page web, c'est au CERN qu'elle a été créée. Alors, le contexte, c'est simple, c'est le contexte de la physique des particules, de la physique des hautes énergies, des grandes expériences qui se déroulent au CERN à Genève, avec des collaborations internationales dans le monde entier et des besoins de communication entre les chercheurs qui sont très très importants. Donc l'idée de Tim Berners-Lee, c'est de faire quelque chose qui permette d'accéder simplement, le plus simplement possible, à des informations qui sont réparties sur l'ensemble de la planète. Voilà, c'est l'idée du web. Alors, à quoi ressemblait cette toute première page web que vous aviez conçue à l'époque ? Alors, cette toute première page web, il faut bien voir qu'on découvrait cette technologie, on ne savait pas du tout ce qu'on allait pouvoir en tirer. Cette première page web, elle ressemblait, j'allais dire, presque à rien. C'était en gros
notre adresse physique, l'adresse de notre centre de calcul, une photo du centre de calcul et surtout quelques liens hypertextes vers les grands sites avec lesquels on travaillait. Donc c'était vraiment la première page, c'est une page un peu expérimentale qui a été mise en place. Elle distribuait par exemple notre numéro de téléphone, notre numéro de téléx. C'est dire si on est décalé par rapport à la technologie qui est en train de naître. Alors avec le recul, 30 ans déjà, quel regard portez-vous sur l'usage que l'on fait aujourd'hui du web? Ça reste un trou noir pour certains, un trou noir inquiétant, et pour d'autres, ça reste toujours une promesse de progrès pour l'humanité. Où vous situez-vous? Alors moi, je suis très optimiste. Je suis d'un naturel très optimiste et je pense que ce qui pouvait arriver de mieux est arrivé au web. Alors après, il y a un côté obscur. Mais quand on a créé l'imprimerie, on ne savait pas qu'on allait imprimer aussi des choses épouvantables. Donc on crée un nouveau système. Forcément, il y a un côté merveilleux et puis il y a un côté sombre. C'est ce qu'on a vu avec les fake news, avec Cambridge Analytica et tout ce qu'on a vu en ce moment, les données personnelles, cette problématique des données personnelles qui fuitent de partout. Et bon, ça c'est le côté un petit peu noir que Tim Berners-Lee voudrait essayer d'assainir avec un nouveau projet autour du web. Merci encore Daniel Charnay pour cet entretien. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.